Fait que, ben là, t'es habitué, le micro proche de ta bouche. Ben oui. Je suis un vieux de la vieille, là. Je suis un vieux de la vieille quand vient le temps de se faire aller la gueule. Ah, Francis, Ouellette, Ben là, écoute. Alex, je t'attendais tout ce temps. Yes. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Ben merci. Mon Moi Dieu, donc. je suis content. Je suis content. Moi J'avais tellement donc. hâte de faire ça avec toi, en fait. T'es fin. J'ai regardé plein de tes podcasts, puis je trouve que tu te chauffes d'un bois bien costaud. Ah, merci. Félicitations pour ce que Merci tu fais. beaucoup. Non, ça n'a de rien à traîner ça, là, elle, du seul, là, tout son stock, tout son gear, tout c'est du podcast de pionnière, là. Je suis désolé, là, c'est ça que c'est, là. OK? Bon, félicitations. Merci. On est à la livrerie. Ouais. C'est tellement nice comme nom, C'est-tu honnêtement. beau comme nom? Oui, C'est-tu beau vraiment, comme place aussi? vraiment, c'est merveilleux. Un havre de paix, de Ouais. culture, de livres et de respiration au cœur du Centre-Sud. Je trouve que c'est un endroit, là, absolument magique. Ouais. Et fondamental au quartier parce que si ce n'est du fait que la fameuse librairie mythique, Le Chercheur de Trésors, qui de toute façon ne tenait pas de nouveautés, c'est un libraire de livres usagés qui est pratiquement juste en face. Ce lieu-là est comme figé dans l'ambre du temps. Les livres sont encore dans la vitrine. C'est là, ça vit, ça survit, ça vivote, tu sais. Mais on peut pas, la place n'est jamais ouverte. Il y a Ouais. jamais, les livres se vendent plus. Donc il fallait qu'il y ait un autre lieu. Je suis obsédé à dire ça tout le temps, qui veut bien l'entendre. Il fallait qu'il y ait un autre lieu du livre dans le Oui. Centre-Sud. Puis ce qu'a élaboré Myriam et Marie-Odile sous forme de coop. D'ailleurs, ça va avec l'idéologie du quartier, hein, l'idéologie socialiste du quartier Centre-Sud. Ils ont réussi à faire un lieu, je trouve, qui est à l'image, qui est à la fois à l'image du quartier, mais à l'image à la fois d'une nouvelle génération Ouais. de jeunes étudiants, d'intellectuels, d'anarchistes, de gens qui sont des militants LGBTQI et ainsi de suite. Et ce lieu-là reflète ça. Donc, je suis content qu'on puisse le faire ici. Vraiment. C'est vraiment la place pour, je trouve. C'est une bonne idée que tu as eue. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Mhm. Francis Ouellette, tu as écrit Mélasse de fantaisie, qu'on voit. Juste là. Ouais. C'est moi, ça. C'est moi. Oui, c'est lui, ça. Ouais. Mhm. Et suivi de Sirop de poteau, Ouais. Ça aussi, c'est qui moi. est vraiment merveilleux. Ouais. Écoute, on s'est rencontrés au Salon du Livre Ouais. de Québec. Mhm. Puis moi, j'avais lu Mélasse de fantaisie, puis comme je t'ai dit, c'est ma fille qui, elle, l'avait lu au cégep. Puis Ouais. je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur que ça, parce que Elle te l'a pas dit? non. Ah, je suis content. Je suis content qu'elle te l'ait pas dit. Si elle l'a mentionné, elle m'a pas mentionné que c'était à ce point-là. Peut-être qu'elle m'a dit tu sais, c'est émouvant ou peu importe, mais en tout cas, je me rappelle pas qu'elle ait mentionné, qu'elle ait mis l'emphase là-dessus, tu sais. Puis ça m'a surpris parce que ma fille est anxieuse, est toute douce, tu sais, c'est pas le genre de livre qu'elle va aller d'elle-même, tu sais. Mais là, vu que c'était le cégep, puis elle me l'a recommandé après, quand je l'ai lu, comme je t'avais dit, mon cœur de maman Oh, était cœur de tellement maman. chaviré Ah, de ouais. savoir qu'elle avait lu ça, tu sais, puis qu'elle avait eu cette émotion-là, j'imagine, tu sais, à la lecture, parce que tu abordes des sujets, en fait, c'est ton enfance. Oui, pas mal. C'est sûr que j'aime dire, pour Mélasse de fantaisie, j'aime dire Ouais. que c'est une autofiction, et c'en est une, mais avec beaucoup d'éléments de réalisme magique. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un passage dans mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, où quand je suis bébé, je me fais échapper dans les escaliers, puis je me pète le crâne de marche en marche. Mais je théorise, du moins, j'invente l'idée que à partir de ce moment-là, le champ de mes perceptions est complètement ouvert et que ma sensibilité est décuplée et ma mémoire aussi. Donc, de toute évidence, si j'écris une autofiction, je ne peux pas me rappeler des choses que j'ai vécues bébé naissant, mais c'est l'excuse que je me suis trouvée pour pouvoir illustrer toute mon histoire personnelle avec sa petite mythologie interne, tu sais. Ouais. Donc, oui, c'est une autofiction, mais avec ces éléments-là de réalisme magique. D'ailleurs, le titre, il servait à illustrer vraiment, vraiment ça. Mélasse, mais évidemment, tu auras remarqué que sur les copes de Mélasse, il y a parfois, c'est littéralement écrit Mélasse de fantaisie, là, tu sais. Ouais. Je trouvais ça drôle parce qu'il y a de quoi de moins fantaisiste et intéressant que la mélasse, tu sais. Puis là, tu vois le petit cop mélasse de fantaisie. Ouh, je suis convaincu par cette substance. Non,
Non, vraiment pas. Puis je trouvais que la mélasse, ça évoque quelque chose de pauvre, tu sais, de quotidien, de gluant, de pas si intéressant que ça. Ça ressemble à du sang, ça ressemble à des déjections de bébés naissants, ça ressemble à quelque chose qu'on n'a peut-être pas le goût de manger. Tu sais. Ouais. Mais en opposant le terme mélasse, comme le quotidien coulant, à fantaisie, je trouvais que les deux thèmes qui peuvent revenir souvent dans mon livre, parce que c'est tout le temps une opposition de deux thèmes, la laideur, la beauté, la pauvreté du monde extérieur, la richesse du monde intérieur. Ouais. Une langue littéraire très fleurie versus une langue populaire ouvrière. Je fonctionne sur un registre d'opposition pour écrire ce livre-là. Ouais. Donc, j'évoquais cette notion-là, cette réalité-là, par le titre Mélasse de fantaisie. Donc, pour moi, sans ce titre-là, le livre n'existe pas vraiment. Il fallait que ça soit ça, là, le titre. Ouais. Mon éditeur a même eu l'idée avant moi. Je dis, il me semble que j'aurais appelé ça Amour Amlas OK. ou Mélasse de fantaisie. Il disait, non, arrête, Amour Amlas, ça va être Mélasse de fantaisie. Mais en plus, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ben, il faut savoir aussi que Mélasse de fantaisie, comme Sirop de Poteau, se passe dans le quartier de Montréal qui n'existe plus. Le défunt, le spectral Faubourg Amlas, quartier légendaire, s'il en est. Ouais. Donc, mais aussi, comme tu le disais, pour le cœur de maman, milieu quand même assez raide, là. Tu sais, avec ses petites misères et ses grandes violences aussi. Ces moments de bonheur, là, mais c'est pas un bonheur d'occasion, là. C'est un bonheur à rabais, là. Tu sais. Shit! Quoi? J'aurais dû... Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Hey, je viens de me trouver... Oh, parce que j'ai l'intention de continuer, hein. Moi, là-dedans, j'ai l'intention de faire un cycle. On y Bonheur reviendra. à rabais? Bonheur à Ben rabais. là, On l'aurait écoute. su. C'est ici que c'est Hey. né si je le fais. C'est ici que c'est. Malade. Bonheur Je suis à rabais. vraiment tu sais, contente. En lien avec bonheur d'occasion. Il me semble qu'il y a de quoi faire avec ça. Hey, Trop. merci, bump it. Yeah, bump it again. Merci. Mais non, mais c'est parfait. Donc, Bonheur ça serait à rabais. parfait, bonheur à rabais, hein, à vous. Oui. Wow! Écoute, J'espère que ça va servir à quelque chose, ça, mais ça serait de quoi? Ben, ça aurait donné ce moment-là. ça serait, mettons, ton adolescence. Parce que là, on la frôle. Faire un livre sur mon adolescence qui s'appelle Bonheur à rabais. Non, ça serait, peut-être évidemment, au bout de la ligne, là, mais le OK. prochain est en écriture en ce moment, soit dit en passant. Ouais? Oui, puis il focalise entièrement autour, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais ceux qui l'ont lu, vous allez tout de suite savoir de qui je parle, il focalise autour de la vie de Ticris. Ah! Tu l'aimes-tu, Ticris, toi? Tu l'aimais-tu? Oui, je l'aime, tu l'aimais? Chris. Je trouve que cette femme-là, tu sais, à une époque où on s'intéresse beaucoup aux questions justement de changement identitaire, de fluidité de genre, et tu sais, la culture LGBTQIA, comment elle se redéfinit, comment il y a une extension des termes et du mode de vie. Ticris était pionnière, en ce sens qu'elle était volontairement autoproclamée butch, lesbienne d'acide. Puis elle c'était pas comme si c'était bien problématique. Là. C'était pas une affaire identitaire à laquelle elle se sentait forcée. Là. Elle était très fière de ses bras nerveux et de sa force physique, puis sa gueule C'est pour ça sa qu'on gueule de l'aime. charmeur. Ben oui, vraiment, cette femme-là. Tous les standards d'identification masculine que j'ai dans la vie, je le dois à la blonde de ma mère. Ah, ouais. Je le dois à Chris. Ticris. Parce que Je ceux qui dois à n'ont pas lu Ticris. le livre, ta mère est lesbienne. Oui. Puis elle a été longtemps avec cette femme-là qui s'appelle Ticris. Exact. Puis combien d'années, en fait, à peu près? Je pourrais pas te dire, ma mémoire ne va pas jusque-là, je me souviens pas exactement, mais c'est assurément plus que 6-7 ans, je pense. OK. Mais à un moment donné, sans que j'ai les détails là-dessus, elle est vraiment partie comme un bombe sur son Ouais. décès pour on l'a revu juste plusieurs années plus tard. Ouais. Je vais quand même frôler qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce que tu parles dans ton Bien livre. sûr, pas toi. Maman, toxicomane, Ouais. alcool. Beaucoup plus l'alcool que, OK. que la toxicomanie, mais OK. l'alcool était vraiment alcoolique longtemps, puis effectivement, elle a eu à un moment donné à se prendre brutalement en main, tu sais, comme ça arrive quand on va trop loin dans la consommation. Puis elle a fait longtemps du meeting alcoolique anonyme. Puis ce qui m'épate, c'est que quand ma mère, qui a quand même vécu une vie de misère, là, on va s'entendre, pas toujours été une femme qui était de la bonne façon au front dans l'éducation. Là. Tu sais, il y a eu des gros moments de manque là, et de négligence, mais de l'autre côté, c'est aussi une femme qui avait ces moments où elle prenait le contrôle de sa vie, ou du moins elle essayait de reprendre le contrôle de sa vie. Puis il y avait des moments lumineux là-dedans. C'était pas juste une ligne de noirceur. Tu sais.
Mais il y a eu beaucoup de rechutes avant que ça fonctionne. Puis je pense vraiment que ce qui a sauvé ma mère de l'alcoolisme, de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la recherche d'argent coûte que coûte, qui est à se laisser aller à des activités, des activités de prostitution, tu sais, ou du moins, tu sais, je pense pas que ma mère est une prostituée pratiquante, J'avais mais oublié cet aspect-là, c'est vrai. je Ok, pense ouais. que bien des femmes de cette époque-là, d'un milieu défavorisé, des fois, ça arrivait que pour une Ouais. bière de plus, Ouais, puis ainsi de c'est suite. vrai. Ce qui est d'autant plus particulier parce que ma mère, déjà à l'époque, était lesbienne ouverte, là, tout le monde le savait, puis ça causait parfois aussi des grosses tensions dans un quartier où la tolérance envers les homosexuels Ouais. était paradoxalement très basse, alors qu'ils étaient à 5 minutes à pied du village gay qui commençait à s'implanter, tu sais. OK. Tu sais, moi, j'ai entendu toute mon enfance le mot tapette, mais y compris le mot tapette de la bouche des homosexuels, tu sais. C'était juste l'appellation, tu sais. Ouais. Des fefis pis des tapettes, Ouais. ça se C'était disait commun comme dans ça. ce C'était très, temps-là, très là. commun dans Ben ce temps-là, oui. même Ouais, chez les vraiment. homosexuels. Ouais. Tu vois? Fait que je pense que ce qui a permis à ma mère de reprendre son souffle, puis de reprendre le contrôle de sa vie, ça a été évidemment les meetings alcooliques anonymes, donc toute la connotation aussi religieuse qui vient avec, mais par extension, le militantisme et le communautaire. Parce que Quartier Centre-Sud, encore à ce jour, là, c'est un lieu qui est constitué de groupes communautaires et de groupes d'entraide. Là, c'est implanté dans la culture du quartier. Et plusieurs d'entre eux sont même directement sur la rue Ontario. C'est quand même assez frappant, là, tu sais. Une scène qui m'avait marquée avec ta maman. Oui. Écoute, ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu. C'est flou peut-être, mais je pense que tu te lèves soit le matin ou le soir ou peu importe. Le puis, quick aux fraises. Oui. Ben, je sais pas, elle était tendue par terre, Ouais. nue, dans son vomi. Ah, ben, ça, Puis c'est t'avais faim. Ticris. Ça, c'est Ticris, C'est le Ticris, vomi. Ouais, ça? c'est Ticris, OK. le vomi. Oui, ben, t'as raison, mais ça peut être plusieurs scènes. Ça peut être plusieurs scènes de mélasse de fantaisie parce que c'était du monde qui brossait à cette époque-là. Je trouve, fin des années 70, début des années 80, les gens avec qui je grandissais, c'était du monde qui brossait solide, là. C'était du monde qui faisait vraiment la fête dégueu, là. Puis ça m'est arrivé très souvent de me lever en plein milieu de la nuit, puis le matin, puis de tomber sur une scène qu'un enfant n'est pas censé voir, là, C'est tu sais. ça, exact. Quelqu'un de tout nu, écarté, qui dort sur le Ouais. balcon, qui dort sur le sofa. C'est qui cette personne-là? Ta propre mère qui est comme qui est elle-même couchée tout nue avec l'oreiller tout croche. Là. Fait que c'est du monde qui buvait, là. C'est du monde qui était sur le party, là. Ouais. Mais tu te réveilles quand t'es enfant, ben, j'ai beaucoup de souvenirs de m'être versé moi-même le lait dans le bol de céréales puis d'écouter mes petits bonhommes avec quelqu'un à côté de moi, là, qui est pas capable Non, pantoute c'est de ça. se réveiller. Puis ça. c'est drôle parce que maintenant, tu sais, 48 ans plus tard, je commence à arriver dans une zone, malgré les traumas, où tout ça, et de une, arrive à me faire rire dans ce que ça a de pourtant très violent, Ouais. à me faire constater d'où je viens, Ouais. puis à me permettre de transmuter ça en littérature puis en histoire, tu sais. C'est à ça que servi Mélasse de fantaisie, soit dit en passant, Alex. Sirop de poteau aussi, par extension, mais surtout Mélasse de fantaisie, c'est un livre de thérapie. Pour moi, oui, c'est une autofiction, mais je voulais que ça ait un impact thérapeutique dans ma vie de tout lancer mes histoires les plus traumatiques et intenses de vie sur papier, puis de me dire, de signer cette espèce de contrat-là, si je puis dire, puis de dire, OK, là, on peut-tu passer à autre chose, tu sais? Je mets ça de côté. Oui, j'ai vécu toutes ces affaires-là, mais ça n'a pas raison non plus de me définir en tant qu'individu à 100%. C'est ça. C'est comme vouloir transmuter des drames ou des tragédies ou des traumas qui sont installés dans la chair et d'essayer de les transmuter en mots, en histoire. Je pense que j'étais très tanné, très épuisé de traîner tu sais, tout un vécu qui est typique de ceux des jeunes qui ont grandi dans ce quartier-là. Puis à un moment donné, hey, ça va faire, là, je suis autre chose que ça. Ouais. Là. Fait que je te dirais même que ça a pris comme 25 ans avant de trouver assez de confiance en moi en tant qu'individu, au niveau de avoir assez confiance en mon intelligence, me considérer juste assez intellectuel pour être en mesure d'écrire. Tu sais. Ouais. Et me dire, OK, ben, j'ai peut-être quelque chose à proposer ou à dire. Fait que j'ai fait toute une série de tests avant de sortir Mélasse de fantaisie pour m'assurer que ça puisse intéresser quelqu'un, on dirait. Ça a m'a marché. intéressé. Ça a marché. Une Je ne couple, là. vais pas me plaindre. Ouais, Je vais pas me ouais. plaindre. Parce que là, tu as parlé de trauma, tu as été agressé sexuellement, Oui. tu as eu des parents Tu- weird un on est peu. là. Oui.
Ouais, oui. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai une question sur tes traumas. Je sais que tu viens d'en parler, mais... Je veux en parler sans problème. Non, je veux Oui. en parler sans problème. Ne crainte, il n'y a pas de problème, je suis rendu là. Au début, je voulais pas être défini par ça, être un homme hétéro, blanc, de 48 ans qui parle de viol, d'abus sexuels. Je disais, c'est sérieux, ça va être lourd, ça va me réouvrir les plaies à chaque fois, tu sais, j'avais cette crainte-là. Ouais. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Finalement, c'est comme si ça a, non pas banalisé ce que j'ai vécu plus jeune, mais normalisé. C'est ça. Puis il me permet juste de comprendre aussi que souvent, c'est ça le problème, je trouve. C'est ça qui est dur et lourd avec les gens qui parlent de leurs abus sexuels ou de leur trauma. C'est que il y a encore, souvent chez ces gens-là, quand on est jeune puis on n'a pas eu le temps de cheminer, on traîne encore de la culpabilité et le sentiment d'avoir été responsable de ce qui nous est arrivé. Et c'est jamais le cas. Tu sais. C'est ça. C'est jamais le cas. Mais moi, j'ai eu comme 25-30 ans avant d'arriver là. J'ai eu le temps de devenir père, j'ai eu le temps de réfléchir. Puis là, maintenant, pour moi, c'est une évidence. Toute personne ayant subi des agressions sexuelles ou ayant vécu de l'inceste ou des abus sexuels des abus sexuels ou des agressions, sont... La première chose qu'il faut internaliser autant que faire se peut, c'est ça n'a rien à voir avec toi. T'es pas responsable de rien. Ça semble être une évidence à dire, mais c'est la personne qui t'a fait subir ça qui en est responsable. Ouais. C'est une évidence à dire, mais c'est pas une évidence à recevoir. C'est ça de la personne qui l'a vécu. Parce que oui, il y en a beaucoup qui sont, comme tu dis, coupables de qu'est-ce qui est arrivé. Puis je le constate parce qu'il y a du monde dans des classes de cégep, il y a des étudiants qui le disent live. Exact. Hey, moi, ça m'est arrivé, c'est la première fois que j'en parle. Ouais. Puis je me sens coupable sans maudit bon sens. Puis c'est ça qui était un peu ambigu pour moi, c'est comme, j'ai pas la trempe de travailleur social. Puis je dis, hey, je suis pas un spécialiste de la santé mentale. Je peux pas. Il y a un niveau où il faut que j'arrête, mais il finit toujours par avoir quand même un brin de conversation où ça peut au moins me permettre de dire ça aux jeunes que je rencontre. C'est qu'ils ne sont pas responsables. Ouais. Ça n'a rien à voir avec eux. Puis qu'il y a parfois dans une famille une énorme négligence et que n'est pas exigé de toi une allégeance absolue envers ta famille si ta famille te fait souffrir. Si ta famille te fait constamment souffrir, il faut que tu prennes peut-être tes distances. Là, tu peux à la limite respecter autant que faire se peut les membres de ta famille tout en te protégeant, en te gardant un espace qui t'appartient à toi. Mais en même temps, là, à un moment donné, il y a une limite là, à faire ça. Puis ça revient beaucoup aussi. Tu sais, des enfants qui sont comme, je suis fâché contre mon père, je suis fâché contre ma mère, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris soin de moi quand j'étais petite, puis que j'en paye les frais maintenant, tu sais. Mais c'est correct. Tu as droit à ta colère puis à la vivre, tu sais. Je suis persuadé que ma propre mère a fait le mieux qu'elle pouvait, littéralement le mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle vivait en ce moment-là. Ça ne change rien à ce que moi j'ai vécu. Exact. Puis avec comment moi je dois me reconstruire dans tout ça, en tant que père aussi qui a 2 enfants. Oui. Je voulais aborder un sujet avec toi parce que je trouve que c'est rare qu'on en parle, dans le sens que, oui, on parle d'agression sexuelle, mais ce que toi, tu décris dans le livre, c'est quand même assez particulier dans le sens que, comment moi je l'ai compris, tu me diras si je me trompe. On parle le chapitre où il est question dans Mélos of Fantasy d'abus sexuels ou d'agression? D'agression sous le fameux pont? Non, pas le pont. Okay. Pas le pont. Je me sens pas bien, je me sens émotive de non, dire. Il faut pas... non, t'as le droit de te sentir totalement émotive. Vraiment. Puis on est ensemble, puis on en parle, puis il n'y a pas de trouble. Mais, je trouve ça triste pour toi de... Peut-être que j'ai mal compris. OK, je te dis qu'est-ce que j'ai compris. Oui. C'était-tu ton voisin? C'était le voisin de mes grands-parents, l'homme qui... Fait qu'il avait... Il a l'air d'avoir un problème mental. Oui, je suis certain qu'il avait un problème mental aujourd'hui. Sa mère m'apparaissait tyrannique, là. Une mère qui contrôle son petit gars, qui a des déficiences, puis qui fait ce qu'elle veut avec. Fait que je pense, a posteriori, même si j'en ai pas parlé dans le livre, je pense que ce qu'on avait là, c'est un homme assurément pédophile. Mais en même temps, ce qu'on avait surtout, si je peux me permettre, c'est une drôle de nuance un peu glissante, là, ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un là qui avait des problèmes mentaux puis qui était resté un peu dans l'enfance, alors que son corps se développe et que sa sexualité embarque. Je pense que c'était surtout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas pédophile, mais en même temps,
il n'y a pas d'agression, là. C'était tu sais, un rapport d'échange, de jeu, tu sais, où tout ça était rendu assez badin, assez, comme je dis, c'était ludique. Pour lui, c'était du jeu. Puis moi, j'étais tout petit, j'avais 7 8 ans. Donc, j'embarquais dans le jeu. Mais tu sais, j'ai jamais eu, ou ça a pris du temps avant que je prenne peur de ça. Mhm. Et que je me suis dit, OK, là, je comprends que c'est pas normal, là, puis que tout ça peut être un peu menaçant. Mais je pense qu'aussi le propre d'hommes comme ça, pédophile certes, mais aussi avec ce type de problème mental qu'il avait, euh, c'est que l'acclimatation se faisait au jour le jour, hein, tu sais. C'est un travail de séduction, de manipulation, de transformation que tu fais sur quelqu'un de plus vulnérable. Euh, Mhm. et euh, c'est sûr que quand tu es dans un climat défavorisé et que il y a il y a des gâteries, on donne de l'attention, on donne des jouets, puis ainsi de suite, ben, le rapport de marchandage peut biaiser la perception. Tu sais. Moi, c'est ça qui me rend triste dans ce qui a pu m'arriver, puis ce qui arrive à des enfants qui vivent ce type de terrible expérience-là, c'est que ça change un comportement à long terme. Tu as une vision, puis ça, la thérapie me l'aura appris là, sur des années, là, c'est que tu finis par avoir une vision de la réalité qui est déformée en trop jeune âge. Tu as eu accès à la puissance, puis à la menace, puis au plaisir de la sexualité trop jeune. Puis Mhm. donc, tu finis par voir très jeune, tout à travers une lentille où il y a des rapports de pouvoir puis des rapports sexuels. Puis pour moi, tu sais, cette dimension-là, c'est celle-là qui est effrayante, tu sais. Parce que ça va nécessiter de l'individu qui a connu de l'inceste ou de la pédophilie sur une zone longue et répétée. Ça va lui prendre des années à déconstruire ces Mhm. mécaniques-là. Tu sais, des fois, ça fait des gens qui vont chercher l'amour différemment, qui vont vivre une sexualité qui est plus destructrice. Moi, ça a été définitivement mon cas. Qui vont pas être capable de ressentir une espèce de satiété affective avec personne. Mhm. C'est un long cheminement après qui vient, là. Ça te prend. Moi, j'avoue que là où le processus a pu enfin s'enclencher, où cette guérison-là a commencé, qui l'eût cru, c'est quand je suis devenu moi-même père. C'est comme si là, ça me permettait, sans que je me rende compte, d'effacer un passé escamoté dans mon enfance pour aider à créer une nouvelle génération dans ma vie, Mhm. une enfance qui ne vit pas ces traumatismes-là. Mais j'avais remarqué que, ou du moins, je pense que je les connais peut-être pas, mais il y a très peu d'hommes qui parlent de ça. Ben oui, Très peu d'hommes vraiment. hétérosexuels qui parlent de leurs propres agressions. C'est Ouais. la honte que l'homme hétérosexuel a de choses qu'il n'a même pas voulu ou créer, Mhm. elle est trop grosse pour en parler. Puis moi, c'était Ouais. pas comme si je vais défricher un terreau non exploité dans la littérature québécoise, mais en même temps, oui, un peu. Tu sais, Mhm. je me dis, OK, je vais aller au bat, là. Je vais Ouais. voir ce que ça va donner, là. Ouais. Je vais voir si j'avais aussi un petit peu l'espoir que des hommes de ma génération, regarde ça, c'est vraiment drôle. C'est pas drôle du tout, mais c'est vraiment intense. J'avais l'espoir que des hommes de ma génération, plus jeunes, s'ouvrent sur l'inceste ou Ouais. les agressions sexuelles. J'avais cet espoir-là. Pas tant, mais des hommes plus vieux que moi. Oh oui. Ah ouais? Ah ouais, OK. ben, des hommes plus vieux que moi tu sais, à l'école religieuse, Ah, ben des hommes ouais. plus âgés dans des équipes de sport. C'est des hommes Hmm. 50 ans en montant. Eux sont venus me parler. Puis je peux pas compter le nombre de monde, Alex, et j'exagère vraiment pas. Là. Je suis pas dans, je fais pas de, je suis pas dans le superlatif. Là. Le nombre d'hommes de cet âge-là qui m'ont écrit, Hmm. tu sais, pour dire, paradoxalement, ton livre me fait le plus grand bien. Nice. Ben oui. Tu sais, tu Parce qu'il fais y a quelqu'un qui quoi? parle enfin, ouais. Tu t'attendais pas à ça. Tu t'attends pas à ça en tant qu'auteur, tu sais. Mhm. Mais ça, depuis que Mélasse de fantaisie est sorti, ça n'a pas arrêté. Tu sais. Et beaucoup de gens de mon âge ou de gens plus jeunes qui me disent j'ai vu mon père, tu sais, après avoir lu ton livre, pleurer à chaudes larmes pour la première fois de ma vie. Là. Ah, Puis après ça, on en parle, puis il fait c'est de ça que je suis pas capable de parler. C'est de ça que je suis pas capable de parler, puis qu'il est arrivé jeune. wow, Tu sais, OK. fait que, tu sais, moi, je m'attendais à sortir un livre qui serait lu par 500 personnes, là, pas à ça. Mhm. Mais Bravo. je suis. Ben merci.
Mais je suis persuadé d'une chose. Je suis persuadé que dans la culture dans laquelle on vit, les femmes sont de plus en plus outillées et de plus fortes que les hommes à adresser maintenant ces choses-là, puis Ouais. ces thèmes. Je sais qu'il y a plein de femmes pour qui c'est encore très difficile, puis que ça va Mhm. demander tout un cheminement, mais je pense que les hommes ont une hostie de grosse job à faire là-dessus. Vraiment. Puis je pense que s'il y a des chiffres, tu sais, des statistiques qui nous sont données sur les agressions sexuelles que les hommes subissent, sur l'inceste, elles vont être... Je suis pas un mathématicien, là. Je peux pas en appeler au sacro-saint, à la sacro-sainte magie du nombre, là. Ouais. Tu sais, puis je comprends pas les notions de mathématiques qui viennent avec ça. Mais c'est clair qu'il y a des chiffres qu'ils ont pas, parce que les hommes parlent pas, C'est ça. puis parce que les hommes ne le disent pas. Tu sais, Ouais. fait que c'est sûr qu'en quelque part, il doit y avoir fondamentalement un nombre beaucoup plus élevé d'hommes qui n'ont jamais ouvert la bouche sur le sujet. Parce que nous, avec le MeToo, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui a été fort pour les femmes parce Ouais. que, justement, on s'est rendu compte à quel point qu'il y en avait du MeToo, tu sais. Puis Ouais. moi, j'avais dénoncé le mien. Mhm. Puis le nombre, justement, de messages de personnes proches de moi, d'autres femmes proches de moi qui m'écrivaient, puis hey, j'ai vécu telle affaire, ou tu sais, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mhm. Puis j'étais, mais mon Dieu, ça veut dire qu'il y a presque personne de femmes alentour de moi qui n'a pas vécu ça. Ouais, mon Dieu, tu sais, Fait que c'était dans le cas des fort, femmes, les là. chiffres C'était doivent incroyable. aussi être encore blancs Mais du vous, côté des femmes, parce que forcément, il y a comme des femmes tu aussi qui n'ont pas dis, parlé. vous avez rien. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas eu quelque chose de cette ampleur-là chez les hommes Non. pour faire comme... Puis c'est un problème d'hommes qui doit être géré entre hommes, Ouais. avec la communication, avec la discussion, avec de l'ouverture, avec de la douceur. Ça, c'est sûr. Mhm. Mais je crois aussi que sans le mouvement MeToo déclenché par les femmes, les hommes n'auraient pas pu et ne pourront pas dans le futur cheminer vers cette possibilité de guérison-là. Je pense que MeToo va avoir ouvert la porte aux hommes aussi, en quelque part. Puis je sais, il y a toute une discussion extrêmement complexe à avoir sur la culture de la cancellation, sur le « on vous croit ». Puis il y a des ambiguïtés dans tout ça, profondes, Ouais. puis Ouais. il y en a qui en ont payé les frais. Je suis conscient, il y a eu des débordements d'éléments qui sont pas recommandables dans tout ça. Il y a des gens qui ont instrumentalisé la cause pour leur propre Ouais. gloire personnelle. Je Ouais. suis conscient de ça, mais même là, je pense que le mouvement était absolument fondamental et nécessaire. Ouais. Puis à long terme, ce mouvement-là va probablement aider des hommes à mieux élever leurs garçons aussi. Mhm. Peut-être pas en grande quantité, je pourrais pas dire. Là, je suis peut-être un peu optimiste là-dedans, mais j'ose croire que ça va aider. On le Moi, souhaite, Colin. je pense que souvent, les hommes sont aidés par des mécanismes, par des idées, par des avancées qui ont été faites par le féminisme sans qu'ils le sachent et sans qu'ils s'en rendent compte. Entre autres, la communication. Tu sais, apprendre à communiquer, tu sais, entre femmes et hommes, et entre hommes et hommes aussi. Je pense que c'est une touch, c'est une touch de baseball, justement, pour parler de baseball. Oui. C'est une touch de baseball qui se donne entre hommes. Ouais. Tu sais. Quand je vois des situations comme l'équipe de hockey l'équipe de hockey qui est en cours en ce moment, là, parce que leur processus d'initiation, c'est littéralement de violer un gars, puis t'es assez fort pour supporter ça, mon gars, parce que t'es un homme, il y a de quoi qui va pas, là. C'est grave, là. C'est tragique, là. C'est tragique que les hommes s'expriment comme ça, Non, ça n'a pas de dans sens. leur processus d'amitié. Dans leur processus d'amitié, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Fait que pour en revenir en arrière, je persiste et signe, là. Je peux pas revendiquer que Mélas de Fantaisie est féministe, pas vrai, mais il est certainement redevable envers le féminisme de quelque chose, là, du moins envers la littérature féministe, puis l'autofiction féministe. Ce que je voulais dire tantôt, Ouais. ce qui m'a rendu triste dans cette passe-là... Ah, excuse-moi, je t'ai hijacké ça, je suis parti Ça là. va. Je fais ça, moi, je pars. Non, Là. c'est correct, je pars. sais. Excuse-moi. Je commence à te Merci, connaître, ça va. Ben oui, hein, puis tu sais comment. Hey, relax, là, le gros, là, reviens un peu, là. Ce que je voulais te dire... Repars pas, là. Non, je repars pas, je reste là, promis. Ce que je voulais dire, ce qui m'a rendu triste, c'est que tu avais si peu d'amour de personnes alentour que ça, c'était comme une source d'amour que tu prenais, puis t'allais... Tu sais, ça te rendait bien parce que c'est quelqu'un qui prenait soin de toi en gros guillemets.
Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y en avait de l'amour, tu sais, avec toutes la maladresse ou la difficulté dans certains contextes sociaux défavorisés d'exprimer cet amour-là. Tu sais, par contre, par exemple, j'étais vraiment beaucoup aimé par ma grand-mère, là. T'as toujours été une présence, tu OK. sais, de débordement amoureux. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas comme une notion d'abandon. Tu sais, il y avait quand même une notion d'abandon qui traversait ma vie, tu sais, puis de violence. Ce qui fait Mhm. que c'est sûr que me retrouvant avec un homme comme mon agresseur, Robert, qui est son vrai nom d'ailleurs, j'ai aucun problème à le dire. Peut-être même qu'il est vivant puis se reconnaît en ce moment. Je sais pas comment il le prendrait, mais c'est à toi de gérer ça, mon gars. J'ai géré mon bout. Robert, il n'y a pas de méchanceté, là. Il n'y a pas de méchanceté. Je Tu sais, je me comprends. faisais pas écraser dans un lit puis Non, non, agresser c'est ça. sexuellement. Mais Tu sais, c'est c'était ça. des jeux. C'était des jeux puis c'était insidieux. Puis toi, tu finis par croire que, ah, c'est ça l'attention. C'est ça donner de Mhm. l'affection. Puis là, bonjour le travail que tu vas avoir à faire après, parce que Ouais. ça t'a biaisé, comme je te disais tantôt, les Ouais. perceptions. Mais je n'étais pas totalement non plus tu sais, abandonné. C'est juste que là où il y avait consommation, il y avait du monde qui manquait des gros bouts. Mais comme Mhm. plein de gens qui consomment, tu sais, souvent les alcooliques, les toxicomanes, à un moment donné, ils se voient dans le miroir et font OK, il faut que ça arrête. Ils se Ouais. reprennent en main pendant un petit bout. Ouais. Ils font des bons Si. coups, Ouais. puis ils crashent. Tu sais, c'est des suites de crash, puis des suites de. Tu Mhm. sais, ils appellent ça des rechutes. Hein? Ouais. Dans des rechutes, il y en a beaucoup, souvent dans le mouvement alcoolique anonyme, puis les mouvements narcotiques anonymes, puis ainsi de suite. Mhm. Des gens qui rechutent, puis ils doivent se ressaisir. Ben, ça, c'est dans mon environnement. Le monde essayait beaucoup d'arrêter, puis ils rechutaient tout le temps. Mais à un moment donné, pour ma mère, ça a fonctionné. OK. Sauf que là, je suis rendu ado. Tu sais. Ouais. Puis OK. quand ça fonctionne, quand tu es rendu à 10, 11, 12 ans, tu vas avoir ton bagage à gérer pareil. Tu sais. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ce qui fait que je te dirais que ça peut créer aussi, même si, admettons, tu es dans une éthique du pardon, Mhm. de la compréhension, même, je te dirais, de la compassion, si tu me permets l'anglicisme, t'as ton Christ de shit à gérer. Puis t'as pas le temps, tu sais, t'as pas le temps de... C'est correct que je te pardonne, tu sais. Ben, tant mieux si pour certaines personnes, le pardon fonctionne, puis c'est bien, puis ça leur Ouais. permet de cheminer, surtout s'ils sont croyants. Je respecte ça. Mais Mhm. moi, pour moi, ça va pas fonctionner. Le pardon va pas fonctionner parce qu'il faut que ça soit regardé d'en face, cette réalité-là, tu sais. Il y a Mhm. quelqu'un qui a une responsabilité là-dedans et il doit l'annoncer, puis Ouais. peut-être s'excuser. Tu sais, peut-être s'asseoir et faire « Je m'excuse, je n'étais pas là ces années-là. » Mais c'est un processus très difficile à Mais- faire, ça. Ouais. C'est un processus très difficile à faire. Ouais. Puis moi, c'est ça. Comme je l'ai dit, j'ai 48 ans, puis je suis encore en train de Hmm. déconstruire ces mécaniques-là. Fait que veux pas, effectivement, c'est un défi, là. C'est un défi de tous Mhm. les jours. Tu sais, moi, je suis diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique qu'on Ouais. appelle complexe. Un trouble de stress post-traumatique, ça peut se médicamenter, Mhm. ça peut se guérir ou du moins s'encadrer avec la thérapie, ainsi ce qu'ils appellent en bon allemand là, du CPTSD, là, donc du PTSD complexe, c'est une autre bébite. Parce que le CPTSD, ceux qui l'ont, c'est leur vision et leur perspective, la réalité qui a changé. Ça fait qu'ils sont conditionnés à avoir des menaces partout puis Mhm. à être dans une hyper-vigilance constante, puis à tout le temps croire que chez chaque personne qui voit, il y a quelque chose de pourri en dedans, puis ça va être révélé à un moment donné. Hmm. Fait que c'est sûr que ça aide pas exactement les relations humaines. Hein. On devine, Mhm. ça fait que tu as une personne devant toi, tu fais « Je peux-tu faire confiance? » Ouais. Le fait de faire confiance, ça devient, tu sais, le boulet de Sisyphe. Là. Tu le montes en haut de la côte, il retombe, tu le montes en haut de la côte, Ouais. il retombe tout le temps. Je trouve que le CPTSD, il fait ça à une conscience un peu. Tu sais, tu dois travailler constamment dans l'oscillation. Fait que c'est une job, là. C'est une Mhm. job, le PTSD qui vient avec qui vient de l'enfance, tu sais. Puis on s'étonnera pas que j'ai écrit au final un livre là-dessus au complet, tu sais. S'il y a un thème dans Mélos de fantaisie qui revient, c'est la guérison, puis la recherche de guérison. Ouais. Tu sais, c'est un petit gars qui essaie de trouver. En fait, je te dirais même que c'est un adulte auteur Mhm. qui veut se retrouver, lui, enfant, pour faire un gros câlin au petit kid. Puis il peut lui Ouais. dire la suite va bien aller. Tu vas être correct pour la Vraiment. suite. Ouais. C'est ça, mes lacs de fantaisie. Puis ensuite, comme j'en devais une à frigo, parce que cette incarnation même de la douceur et de la souffrance,
cette mascotte, cet esprit incarné du centre-sud et du Faubourg-Amelas. Pour moi, il devenait comme la figure masculine de beauté, de pureté par excellence. Puis, comme il m'avait aidé symboliquement et véritablement, en quelque part, en s'incarnant dans le livre dans le livre Mélasse de Fantaisie, il m'a permis de l'écrire, je lui devais d'écrire son histoire à lui dans Sirop de Poteau, qui au final est pire que la mienne. Je veux dire, c'est terrible. Là. Je dirais pas pire, mais c'est rough aussi. Lui, c'est dans la rue à 8 ans à boire de la bébine, là, c'est quelque chose. Oui. Attends un petit peu, je vais juste m'assurer que tout est encore correct. Bien sûr. C'est vraiment chiant. Moi, je suis vraiment correct. Tout va bien. Hey, on devient-tu un grand garçon quand on est capable de parler de ça dans un podcast comme de rien? Hein? Pas comme de rien, mais tu sais, je sais, hey, je suis rendu là, je suis capable d'avoir un échange sur le sujet, tu sais. Ça veut dire que c'est peut-être plus intériorisé depuis le livre, là, ça c'est clair. Là. Probablement parce que j'ai été forcé d'en parler. Mais je ne me rappelle plus avec qui que je parlais de ça, mais je pense que c'était avec Geneviève Rioux. Oui. Qu'on parlait si peux-tu me permettre de dire une chose avant que tu me poses la question? Excuse-moi, je te touche sans te le demander, je suis désolé. Mais je veux juste te dire que pour moi, Geneviève Rioux, là, toute catégorie confondue, c'est le livre le plus important à être sorti du Québec les 5 dernières années. Là. Pour moi, ce livre-là, puis je ne rentrais pas dans les théories, les lucubrations, puis ainsi de suite. Là. En tant qu'œuvre littéraire, en tant que prise de position identitaire, en tant que geste de résistance, c'est le livre le plus important du Québec, point. Moi, je suis estomaqué de ce que cette femme-là a mis sur papier. C'est chapeau Geneviève, sérieusement. Bow down to the fucking queen. Ben, excuse-moi. Ouais. Donc, Geneviève, te disais? Je te ramène. Faut tout le temps faire ça. Faut tout le temps faire ça avec moi. Mais je t'écoute. Excuse-moi. OK. On a parlé parce que, c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai vécu des traumas aussi. Oui. Mais moi, ça m'a pris des années, un peu comme tu as l'air à dire, toi, de ton côté, avant d'en parler, de deux, d'aller me faire soigner, d'aller chercher de l'aide, d'aller, tu sais. Puis Geneviève, elle, on dirait qu'elle a compris quand même rapidement que l'écriture, c'était bien. Elle avait déjà un psychologue dans sa vie, elle avait, tu sais, puis... Étant elle-même psy aussi? Oui. Elle a accès à ce savoir-là, d'une certaine manière? Mais c'est tellement important de... C'est pas la première fois que je dis aux gens, j'essaie l'importance d'en parler, à quel point ça fait du bien. Comme là, tu viens de dire que là, en ce moment, tu es capable d'en parler, puis moi aussi, je suis capable de parler de mon agression sans pleurer, sans que ça vienne me chercher en dedans, sans que, tu sais, justement parce que je l'ai laissé sortir. Complètement. Puis tu sais, c'est la chose, je pense qu'il faut dire à tout le monde qui a vécu ça, c'est pas vous, là. C'est pas vous, c'est pas vous le problème, là. C'est pas vous. Puis quand les journées sont difficiles, quand les matins sont violents, quand être en foule, ça devient épuisant, tu sais, c'est pas vous qu'il faut barloper, là. Faut écouter ça. Votre corps est en train de vous dire non, fais pas ça, je suis pas capable. Je me suis forcé pendant des années à aller dans des bars, à me saouler la gueule, à danser, à faire des choses que mon corps n'a pas envie de faire pour faire partie du groupe. Pas juste pour appartenir. Non, juste pour être un être humain. OK, c'est ça que les êtres humains font. Les êtres humains fonctionnent en apparence fonctionnelle, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est ce que je dois faire. Là, maintenant, il a fallu que je me rende en quarantaine pour me dire, j'ai plus jamais envie d'être dans une grande foule qui crie. J'haïs ça, tout mon corps est hérissé. Ça va être probablement comme ça pour le restant de ma vie. Vais-je me forcer à aller... Fait que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est un privilège de pouvoir faire... C'est un privilège de pouvoir faire la fête avec insouciance. Parce que souvent, les gens qui ont subi des agressions, on va se saouler comme des trous pour être justement, ou se geler comme une balle pour avoir justement un front. Et puis pour être capable d'être en groupe. T'sais. Mais combien de copines j'ai eues qui ne comprenaient pas mon comportement, parce que je ne le comprenais pas moi-même. Mais à partir du moment où tu vas en thérapie, OK, ça s'appelle un CPTSD. Voilà ce que ça va donner. Exact. Je viens d'avoir une pensée que, c'est ma fille qui m'a... C'est Flavie qui m'a suggéré le livre. Ben, c'est elle, dans mon cas, qui m'a suggéré d'aller voir un psy. C'est la même fille qui... Elle m'a dit, à peu près ça, dans la quarantaine. J'étais début quarantaine, puis elle a dit, maman, je pense que ça te ferait du bien d'aller voir un psychologue. Avec tout ce que tu as vécu. Je veux pas revirer
la Ouais. discussion de mon bar, là. Quoi, je le fais un peu là, depuis tantôt, mais là, je suis curieux de savoir Ouais. comment on le prend quand c'est notre enfant qui nous dit ça, comment on chemine intérieurement avec Ah, ça. j'ai trouvé ça merveilleux. Ben oui. Hey, moi, j'y ai pensé après. J'ai dit, ben oui, mais t'as 100% raison, ma fille. Flavie, go Alex, Vraiment, les deux. vraiment. Ah mon Ouais. Dieu, vous avez l'air d'avoir une méchante belle relation, vous Ah deux, oui, hein? moi, mes enfants, C'est quelque chose, on hein? est super proches. Ouais. Ouais. Puis on se parle de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de. Puis, ouais, fait qu'elle était au courant de, pas tout à 100%, mais elle était quand même au courant des épreuves que j'ai eues à traverser Oui. dans ma vie. Puis c'est ça, je me rappelle plus c'était quoi, le pourquoi, tu sais, qu'elle m'a dit ça, mais je me rappelle qu'on était dans l'auto. Puis c'est ça, elle m'a dit, Mom, je pense que ça te ferait vraiment du bien d'aller voir un Mon Dieu, psychologue. c'est extraordinaire. Quand même, C'est hein? extraordinaire, mais il faut être quelqu'un aussi. Puis là, je te flatte dans le sens du poil. Il faut être quelqu'un aussi qui est capable d'introspection, puis qui est capable de mettre son ego de côté, puis réfléchir là, pour être Ouais. capable de prendre ça. Là. C'est vraiment phénoménal, le chapeau. Là. Ouais. Je me souviens, moi, puis ça, je l'évoque un peu au détour dans le livre, là, mais c'est quelque chose de plus agressif que ça que j'avais dit petit à ma mère, qui fait que je pense pas que je suis responsable du fait que ma mère a pris la décision d'arrêter de boire à un moment donné dans sa vie, mais je pense que c'est un des facteurs. À un moment donné, je me souviens très très bien, je la regardais, puis je fais, là, maman, là, tu fais vraiment peur, puis t'es laide, là. Hmm. Tu sais, j'avais dit, parce qu'il était dans un état d'habillement à ce moment-là, puis genre, là, tu imagines ton enfant dit ça, tu sais, genre, je te fais pas vraiment confiance, je suis plus bien avec toi, pantoute, Ouais, là. ouais. Là, ça va trop loin, là. Puis je me souviens, maman m'avait évoqué ça, que je sais que ça avait frappé. Puis ça a fait ouch! Assez pour, à un moment donné, partir dans un, tu sais, un cheminement qui a sans doute demandé plusieurs étapes d'évolution, là. Ouais. Mais je pense que ça en a été aussi un détail. C'était pas aussi doux Flavie. C'était pas aussi doux Flavie, mais Ah, c'est ça. en même temps, c'était comme les paroles d'un enfant qui a peur, qui s'est un peu abandonné, qui comprend pas ce qui se passe. Ben oui. Tu sais, parce que c'est la même chose qu'avec Robert, tu sais, avec mon abuseur. Mhm. Tu, les standards moraux, tu n'es pas capable de les identifier. Tu sais pas si ce que tu fais est mal ou pas. T'éprouves ça, c'est une notion qui est super importante. Souvent, je trouve que les gens qui subissent des agressions sexuelles et des viols, et ça, je le traite à 2 reprises dans mon livre. Ouais. 2 reprises, 2 fois plutôt qu'une. Mm. Il y a une part de plaisir qui peut exister. Ça peut être quelque chose d'absolument traumatisant, violent et douloureux, mais il peut y avoir une forme de plaisir qui peut exister. Puis cette forme de plaisir-là, le fait de ressentir du plaisir comme nos organes génitaux sont faits pour le recevoir, ça fuck encore plus le chien, tu sais. Parce que là, tu doutes de toi, puis là, ça fait partie justement de la contamination, de la culpabilité. Là. Mhm. C'est là qu'elle commence. Souvent, je trouve, avec le plaisir. Tu fais, ben, comment ça se fait que j'ai ressenti ça? Ouais. Comment ça se fait que j'ai du plaisir à faire ça? Ouais. Ça aussi, c'est une autre affaire à gérer. Je pense qu'il y a la même affaire qui se passe dans une parentalité qui est négligente, ou dans peut-être un couple où il y a un homme violent. C'est que quand il y a des périodes de lune de miel, où là, la personne fait un effort, elle sent que les choses vont trop loin, elle fait un effort pour reprendre le contrôle des choses, puis pour que tu te fais donner des cadeaux, tu te fais donner des bisous, tu te fais donner des câlins, puis là, tu t'es fucké dans ta tête, tu te dis, est-ce que tout va mieux aller à partir de maintenant? Puis là, ça retombe. Puis cette espèce de montagne russe d'incertitude affective, ça aussi, c'est une forme d'agression. Il y a une seule chose que je dois reconnaître malgré la négligence, c'est qu'il y a toujours au moins une espèce de petit chemin de plus qui est fait de génération en génération. Mhm. À un moment donné, la strap avec des clous, elle disparaît. T'sais. Puis là, à un moment donné, les claques disparaissent. Puis là, à un moment donné, les mots violents disparaissent. Puis on avance tout un peu. Je pense qu'on est une génération de parents qui culpabilisent spontanément dès qu'ils haussent le ton. Puis on se demande, c'est pas bon, le son le sait. Ouais. Puis là, on se donne le droit des fois d'être impatient, d'être fatigué. Mais on a je pense qu'on a tous à peu près le réflexe de se dire, je peux pas crier après mes enfants. Même si c'est justifié, je peux pas crier après mes enfants. Il y a quand même une évolution là, dans tout ça, je la reconnais. Une grande évolution. Énorme, ouais. énorme. Puis juste, pour revenir aux parents, tu sais, la strap, c'était commun. Je veux dire, c'était ça. Tout le monde mangeait un coup de strap. C'est ça exactement. Les profs donnaient des coups de règle. Tu sais, à un moment donné, je lu... voulais pas longtemps. Ouais. J'ai lu le livre de Jeannette Bertrand. Ouais. Puis toute sa vie depuis 1925. Puis elle parle de son papa. Son papa, c'est un papa doux. Ouais. Qui sortait pas la strap. Hey, puis quelle femme ça a donné, hein? Mais ça, quelle femme ça a donné 100 ans plus tard, là, tu sais?
qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est que son papa s'en est voulu toute sa vie. De ne pas l'avoir strappé? De ne pas l'avoir My strappé God. parce que Comme dans s'il avait sa manqué tête... à ses devoirs de père. Oui, dans sa tête, à Ah, lui, man, je c'était savais pas pas ça. un vrai homme. Parce qu'il n'était pas capable de faire ça à ses enfants, imagine. Non, moi, j'en reviens pas à ce que tu me dis. Là. Ça Je suis m'a... effaré. C'est ce que tu perçois toi-même comme un manque qui a Ouais, fait cette femme-là, probablement. Tu sais, ben, ouais, qui l'a pas fait, mais qui a ouvert une porte pour c'est qu'elle se construise incroyable. comme ça. C'est quand même fou, là. Non, écoute, j'en reviens pas à ce que tu Ça me dis. m'a Je n'en marqué de reviens son pas. livre, là, cette phrase-là que son papa il a dit à un moment donné, Wow, c'est impossible que tu penses que tu es une mauvaise personne parce que tu fais du bien à... Tu sais? C'est fou, hein? Ouais, Ah, vraiment. je suis épaté de ça. Moi, Ouais. il y a pas eu de sévices physiques tant que ça non plus quand j'étais petit. Il y en a quelques-uns, mais j'étais pas un enfant battu du tout, là. Mais des fois, il y avait des moments de parentalité weird. Tu sais. Comment vous êtes pas constant d'être des gens qui sacent constamment, tu sais, pour dire constant deux fois, des gens qui sacent comme des charretiers. Là, Mhm. l'enfant sort un sac, puis tu y passes le savon dans la Mm. bouche. Tu sais. Moi, j'ai eu le savon dans la bouche. Tu sais. Ah, c'était pas grand-chose. On t'a juste frotté sur le bout des lèvres, là, arrête. Là. Non, 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 non. Tu fais juste frotter ça, c'est gencives, un savon, là, puis après ça, là, tes Frosted Flakes, là, tu sais, ils goûtent le shampoing, là. OK? Ton lait goûte le savonneux pendant 2 jours, là. OK? Je m'excuse, là, mais je l'ai encore sur le cœur, les Frosted Flakes au savon, là. Puis eux autres, c'est comme, ben, tu t'avais sacré. Vous sacriez tout le temps, C'est gang de ça. malades. C'est ça, Tu sais, ben oui. Ouais. soyez conséquents. Soyez Ouais. conséquents. Mais le savon, je m'en souviens encore, ça m'a un peu traumatisé. Arrête, on l'avait juste frotté sur le bord de tes dents. Non, non, je l'avais pogné ici, là. Puis... Ah, Seigneur. Mais, Dans oui, Sirop de poteau, il oui, me semble que c'est dans lui, tu parles de frigo qui fredonne tout le temps ou qui oui. chante et tout ça. Puis à un moment donné, tu dis une phrase comme quoi que chaque personne a sa chanson triste, Oui. puis de ne pas se retenir de chanter, même si on chante mal. Oui. C'est quoi ta chanson triste? Ah, mon Dieu, c'est une maudite bonne question. Moi, je vais être franc avec toi, j'ai une dette, une dette. Non, non, j'ai une reconnaissance et une dette émotionnelle, si je puis dire, envers Richard Desjardins. OK. Richard Desjardins, c'est comme un artiste qui, quand il s'est pointé dans ma vie, euh, quand il est arrivé, là, justement, moi, c'était comme ben du monde, sa première chanson à succès, là, c'était Tu m'aimes-tu. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de musique chez moi. Ma mère était musicienne, puis elle écoutait de tout, hein, de tout. Du country, de la musique de cabaret, des grands chansonniers, du rock and roll, des classiques du rock. Elle écoutait tout, 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 du blues. Moi, je pense que ma mère a été une grande, grande musicienne là, dans la vie. C'est sûr de ça. Mais souvent aussi, la musique, c'est la forme d'art qui est c'est une forme d'art qu'on va retrouver chez les personnes défavorisées, qu'on ne peut pas leur arracher. Mm. C'est une forme de culture importante, la musique, chez les gens qui n'ont pas grand-chose. Tu vas retrouver ça souvent. Mais quand Richard Desjardins est arrivé dans ma vie, j'avais déjà une culture musicale assez développée à cause de ma mère, une curiosité du moins. Mais je n'étais pas prêt pour Richard Desjardins. Je n'étais pas prêt pour quelqu'un qui est capable d'élever la langue québécoise et de la rendre si sensible, si vulnérable, si ample. Quelqu'un dont toutes les chansons sont des espèces d'histoires, d'amour et de résistance. C'est ça d'ailleurs son album Boom Boom, ça fait à la fois référence à la bombe qu'on fait péter dans le mouvement de révolution, mais au cœur qui bat. Moi, j'entendais les plus belles histoires d'amour, j'ai l'impression qu'on a eu au Québec, c'est lui qui les a fait, mais les chansons de colère puis de résistance aussi, Ouais. c'est lui. Fait que j'entendais, à chaque fois que je l'entendais, je disais, c'est hallucinant ce que cet homme-là fait avec la langue. Mhm. Le Québécois devient magnifique dans sa bouche, tu sais. Il devient magnifié dans sa bouche. C'est comme s'il il est capable de raconter des sagas. Il est capable de raconter des trucs qui sont dans un passé reculé avec du gros joual. Puis ce Ouais. joual-là est agencé au niveau musical, il est agencé dans sa sonorité. Il a une particularité symbolique. Tu sais, quand dans sa chanson Le Beau Grand Slow, il dit par exemple, il y en a même qui se promènent avec une petite chaîne en or dans les mains. Et il prononce pas chaîne, il prononce pas chaîne, il prononce shine. Puis en Mm. prononçant shine en québécois, il parle d'un arbre, il parle de briller en anglais, shine en anglais, on dit Mhm. shine. Et on est quand même en Abitibi, on est dans le pays de l'or.
Fait que de l'entendre dire une petite chaîne en or des mains, il y a toute une réalité locale qui est évoquée. C'est précis chez Richard Desjardins. Et c'est de même que je veux écrire. OK. Je veux qu'il y ait cette sonorité-là, d'une certaine manière, au moins cette musicalité-là, cette façon-là de pouvoir émouvoir avec le son, avec l'agencement des mots. Je t'avoue que je vais obséder parfois sur des phrases, genre 15-20 minutes de temps, parce que je veux que cette phrase-là, elle ait les bonnes allitérations, qu'il y ait suffisamment de L pour qu'il y ait suffisamment le son en L pour que ça soit sensuel, ou que quand quelque chose est cassant, je veux que la sonorité l'évoque Ouais, aussi. OK. Puis ça, c'est vraiment Richard Desjardins, et dans une autre mesure aussi, Plume la Traverse. Mhm. Mais Richard Desjardins, je braille trop souvent à ces tunes. OK. Tu sais, des fois, je vais mettre une tune. Si je m'assois puis je me mets même dessus, ça me rentre dedans au point où je vais me mettre à brailler. Mais je pense que, comme bien du monde, la tune qui me décrisse le plus au monde, toute catégorie confondue, c'est une de ses plus simples, une de ses plus dépouillées, puis c'est Jenny. Tu sais, OK. Richard Desjardins, dans cette chanson-là, évoque la vie d'un trucker qui s'ennuie, qui trouve ça tough de travailler, il vieillit, il voit pas beaucoup ses enfants. Puis il prend un moment de sa vie pour expliquer à Jenny, sa femme, qui a fait ses lunchs à tous les matins, qui lui a donné de l'attention à tous les jours, que sa présence, ça a été la plus belle chose qu'il a eu dans sa vie. Que ça lui a permis de passer à travers son quotidien, puis que de souhaiter de retourner à la maison pour la voir le plus vite possible, puis que il n'y a pas grand-chose, le gars, là, à lui donner, mais tout ce qu'il a, il aimerait ça pouvoir lui donner en un seul moment, à ce moment-là précis, tu sais. Jenny, la première fois que j'entends ce là je fais je suis plus capable, je braille. Puis j'ai de la misère à l'écouter, ça me donne envie de brailler à toutes les fois que je l'écoute. OK. Parce que c'est ça qui est fort chez Richard Desjardins, puis entre nombreuses choses, et que dans une moindre mesure, à ma façon, j'essaie de faire, c'est de considérer que le destin de ces personnes-là, qu'on ne voit pas, qui ne forment pas la grande littérature, qui ne forment pas les grandes chansons, il est important que le quotidien de gens qui ne sont pas célébrés, qui ont l'échine pliée par le travail puis la pauvreté, dont l'instinct de survie est constamment à vif, que ces gens-là, ça serait le fun des fois d'entendre leurs histoires d'amour. Ça serait le fun d'entendre comment ils aiment leurs enfants, comment ils sont fiers d'eux, Ouais. que leur voix aussi soit d'une certaine manière présente en quelque part dans l'espace artistique ou culturel. Jenny, c'est un summum de la chanson. C'est un summum de la poésie. OK. C'est juste un trucker qui expresse, qui peut pas le dire à sa femme, qui a pas le langage pour le dire à sa je femme, comprends, qui a ouais. pas les mots. Mais Richard Desjardins fait « M'a t'ai prêté, mon gars. Ah. Tu sais, je vais t'ai prêté ces mots-là. » C'est un petit peu ça que j'essaie de faire avec les deux livres qui sont là, que j'ai essayé de faire. C'est vous avez pas les mots, Frigo avait pas les mots. Moi, je les ai juste assez pour essayer de vous célébrer, tu sais. C'était ça le dessin de... Puis je t'avoue que j'ai l'intention de continuer à être dans ce type de livre-là, interrelié, qui parle du Ouais. destin de personnes comme ça. On l'espère parce J'aimerais ça. que, écoute, j'ai tellement tripé sur Sirop de poteau parce que, oui, Merci. j'ai aimé Mélasse de fantaisie, mais Sirop de poteau, tu reviens, justement, tu fais des liens, tu sais, Ouais. puis juste la photo là, Oui, t'as Quand remarqué, t'as- t'as remarqué ça, merci. quand Il- t'en parles dedans, j'étais comme, no way, c'est le cover de Nana. Oui. Je tripais, j'étais un folle comme de la chapitre, merde. oui, c'est vrai, il y a un chapitre de Sirop de poteau qui évoque le moment où la photo qui Oui. est là dans Mélasse de fantaisie est prise, ouais. J'ai tripé, je t'ai texté après. C'était pas cette photo-là, mais je t'ai texté pour le lien que tu faisais. Dans Mélasse de fantaisie, tu disais que tu te couchais à côté, dans Petite Oui. Shed. C'était deux points de vue d'une même scène. Tu sais, ils appellent ça en cinéma l'effet. Il y a eu un film japonais qui s'appelle Rashomon, puis qui raconte la perspective d'un crime, d'un moment à travers le regard de quatre personnages qui ont tous les quatre, une perception totalement différente du moment. Puis ça, en cinéma, on appelle ça un effet Rashomon. OK. Et je pense que tous mes livres vont fonctionner un peu selon ce principe-là, si je continue à écrire longtemps, c'est qu'on va souvent voir les mêmes scènes telles que perçues à travers le regard d'un autre personnage. Ouais. Lui, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Le personnage va dire, lui, tout le monde pense que Frigo a fait ça à ce moment-là, mais moi j'ai bien vu, le Frigo, il pleurait à ce moment-là. Juste
montrer que la réalité, tu sais, est un globe à multifacettes, Ouais. que les gens ne voient pas de façon nécessairement toujours semblable ou similaire. Mais tu l'as parfaitement fait. Honnêtement, c'est pour ça que Merci. j'ai tripé sur Sirop de poteau parce que Mélasse de fantaisie, on l'avait pas parce qu'il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y avait rien avant. Fait que tu Mhm. pouvais pas faire les... Mais c'est ça, Sirop de poteau, quand j'ai vu tous les liens qu'il t'a fait, j'étais comme, no way. Je suis content que ça... Parfait. Tu trouves C'est que tellement tu parfait. considères, toi, que ça peut constituer un plaisir de lecture, Hey, de retrouver les personnages, de les mais voir? Ah, c'est cool, ça. là, tu viens de me dire que l'autre, c'était Ticris. Écoute, Ouais. j'aime plus. J'ai tellement hâte que tu le sortes. Ah, ben c'est bien fait. Il est en conception et Ah! un peu en écriture en Je ce suis moment. vraiment contente que tu aies choisi elle. Ben, Parce que... je pense que c'est le personnage avec Frigo, aussi peut-être avec ma grand-mère. Mais je pense que avec Frigo, c'est le personnage que le monde me parle le plus. Les gens m'ont beaucoup parlé de Ticris. Ouais. En fait, je te le donne en mille, là. Il y a même une artiste, peintre, graphiste au Cégep du Vieux-Montréal qui a fait une exposition de peinture sur des moments de mon roman. Puis Ticris, ça doit revenir 4 fois. OK. Dont Ticris qui lève un fauteuil en feu Ben puis oui, qui le pitch au bout de ses bras, sûr. ça l'a illustré. Elle en a fait une peinture de ça. Elle a fait une sûr. magnifique peinture aussi de moi qui met du quick aux fraises dans les oreilles de ma mère. Mais ouais, Nice. Ticris, ça revient souvent. Puis c'est drôle parce que moi, pour tout dire, Alex, j'ai essayé de pas... J'avais super peur au début d'être cantonné à ce niveau d'écriture-là et à ce type d'histoire-là. Pour moi, Mélasse de fantaisie, c'était un one-time deal. Puis j'avais en même temps l'impression que peut-être que j'avais rien d'autre à raconter. Hmm. Peut-être que j'avais rien d'autre à dire, tu sais, que j'avais pas le talent ou les capacités pour aller nécessairement dans une autre zone littéraire, tu sais. Par exemple, pour écrire des livres pour enfants, écrire de la poésie. Pourtant, moi, mon but, c'était d'être très diversifié dans ce que j'ai à proposer. OK. J'ai envie d'écrire de la littérature pour enfants, j'ai envie d'écrire des romans d'horreur. Hmm. Tu sais, j'ai envie d'écrire. Je suis très, très fragile et frileux au niveau de la poésie, mais j'ai envie d'en écrire pareil. Tu sais, peut-être le monde ne l'aimera pas, peut-être que ça ne sera pas bon. Là-dessus, ça sera peut-être pas bon. On verra. Mais dans tous les cas, tu sais, j'avais envie de m'exprimer dans une multiplicité de genres. Puis pas être cantonné à être quelqu'un qu'on va peut-être associer beaucoup à quelqu'un qui reprend le projet de Michel Tremblay, tu sais, Mhm. qui fait ses chroniques du Faubourg Amelas, tu sais. Mais au final, c'est ça qui se passe, puis je suis bien content. Vraiment. Ça me dérange pas. Au final, ça me dérange pas parce que j'aime ce niveau de langage-là. J'aime le fait... Je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être même Sirop de poteau à Mélasse de fantaisie. Parce qu'il y a quelque chose dans Mélasse de fantaisie, dans Sirop de poteau, où je me mets au service de quelqu'un d'autre. C'est Ouais. pas mon histoire à moi que je raconte. Ouais. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu sais, où il y a des beaux et des laids moments, je me mets au service de ça. Donc, pour cette raison-là, j'ai peut-être trouvé Sirop de poteau encore plus stimulant à écrire. Surtout qu'en plus, c'était un roman feuilleton que je publiais mensuellement, qui était publié Ah mensuellement ouais, le je savais premier du pas. mois. OK. Ah oui, ben tu connais le journal L'Itinéraire? Oui. Le journal Itinéraire m'avait demandé d'écrire un espèce de conte de Noël. Ou OK. plutôt un conte du jour de l'an. Puis je leur avais dit, écoute, j'ai une idée, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'écrirais La mort de Frigo. Ah, OK. Ça s'appellerait La dernière frigolinade. Hmm. Et pour faire une histoire courte, je pense que ça a bien marché, la collaboration était bonne, puis je pense qu'il y a quand même des gens qui ont acheté l'itinéraire aussi pour lire mon texte. Fait que l'idée me saute en pleine face, je fais, et si je vous écrivais un roman feuilleton? Si j'écrivais la suite, là, je vous donne ça, là, je vous le donne, vous me donnez l'espace, je vous le donne. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça a duré 1 an et demi, puis je me rendais compte que j'étais en train d'écrire, un roman feuilleton, mais un roman qui, C'est un roman, là. on peut le publier, là, Ouais, tu sais, c'est on ça. peut. Et de fil en aiguille, je me suis OK. retrouvé avec l'éditeur VLB qui a accepté de le prendre, puis qui a accepté de collaborer avec l'itinéraire. Ouais. Mais au final, pour toutes ces raisons-là, je l'aime bien gros ce bébé-là. Tu sais, Vraiment. je le trouve bien joufflu et Ouais. généreux. J'ai adoré. Merci beaucoup. Fait que si, en tout cas, pour les gens qui n'ont pas lu les deux encore, Mélasse de fantaisie puis Sirop de poteau, puis si vous êtes des hypersensibles comme moi, ben faites juste lire en biais ou skipper 2 pages. Oui, mais c'est bien que tu le dises. Puis- Ouais, quand même, surtout Mélasse de fantaisie, là, Ouais. tu sais, on n'a pas mis de trauma-avertissement, Alex. Puis c'est qu'on était quand même, à ce moment-là où le livre sortait, pas au balbutiement là, de ça, mais on n'était pas tous positionnés. Il y en avait qui étaient très là-dedans, il y en avait qui ne l'étaient pas. Puis
moi, je suis quelqu'un qui, si vous me pardonnez le mot latin, je suis quelqu'un qui cherche parfois et qui aime être décrissé par ses lectures. Moi, Mhm. des fois, j'aime lire de quoi, puis ça vient me déchirer en dedans, puis je passe 2 Ouais, jours, tu sais. ouais, vraiment. Puis je me suis dit, on peut-tu se permettre ça? On peut-tu, avec Mélange de fantaisie, d'une certaine manière? Puis oui, mais non, je me rends compte. Tu sais, dans des classes de cégep, les professeurs doivent faire des traumavertissements. Et ça, Mhm. ces 2 chapitres-là parlent de ça. C'est Vous ça. voulez pas entendre parler de ça? Sautez-le. Tu sais. Skipper-le, ouais. Moi, le trigger, tel qu'on le dit, et je le recherche un peu. C'est pas du masochisme, mais c'est que j'aime ça quand l'art fait souffrir quand même aussi. Mhm. Tu sais, quand l'art peut faire Ah mon Dieu, tu sais, j'aime brailler à chaudes larmes Ouais. dans mes lectures, mes écoutes de films et la musique, comme tu le sais Mhm. maintenant. Mais si c'était à refaire maintenant, je pense on mettrait un traumavertissement probablement. Je pense pas que ma position morale là-dessus, elle serait la même. Là. Parce que Mhm. peut-être qu'il y a effectivement des jeunes qui ont été sévèrement affectés là, en lisant ces moments-là. Autant que ça peut avoir aidé. Fait que je suis d'accord avec toi, le mentionner, c'est important. Là, je me dis, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un chapitre où il y a de la pédophilie, de l'abus sexuel, du viol, puis un suicide. Je suis comme C'est ça. Seigneur. Les gens disaient, hey, ça va, là, laisse-nous respirer un peu, tu sais. Ouais. Mais il y a un ordre chronologique dans tout ça quand même. Mhm. Mais tu sais, moi, mon trigger, c'était vraiment l'agression sexuelle. Mhm. Mais tu sais, ça n'empêche rien. Même si j'ai skippé les 2 pages, je veux dire, je sais très bien ce qui se passe. Non, j'ai pas les détails, mais Ouais. je veux dire, j'ai T'as quand lu plus même en diagonale, c'est l'essence ça? du... Ouais. Tu voulais pas rentrer trop dans Non, le texte, juste j'aurais pas... le Parce que glaner, si je puis dire. moi, honnêtement, je suis hyper sensible, mais au point que, tu sais, ça peut me créer des genres de crises. Ah oui, J'y mais là, pense c'est ça. pendant 2 semaines non-stop. C'est ça Tu sais, je que veux dire, je prends conscience de plus en plus, ça. C'est pas parce que moi, tu sais, qui est un fan d'horreur aussi, ça change un peu. Culturellement, moi, j'ai un bagage d'horreur, ce qui fait que j'ai peut-être une forme de... Je suis peut-être un petit peu plus... J'ai de la corne. Je suis peut-être un petit peu insensibilisé, même quand c'est rough, là, tu sais. Souvent, Mhm. même peut-être que je recherche ce stimuli-là, mais ces dernières années, je pense beaucoup au fait, hey, il y en a du monde qui n'ont pas envie d'écouter des films d'horreur, qui n'ont pas envie de voir des meurtres à l'écran, là, puis qu'eux, ils recherchent pas ça. Puis là, pour eux, c'est peut-être une taloche vraiment trop raide, tu sais, de sauter dans le mélange de fantaisie sans le savoir. Je me repositionne là-dessus. Tu sais. Au début, j'étais comme, ben, c'est correct que tu sois décrissé en lisant mon livre. Tu sais, ça fait partie de la réalité. Mais là, toi, tu me dis ça, tu sais, que, hey, ça peut être un 2 semaines pour moi, là, parce que je suis vraiment hypersensible à ce point-là. Puis au final, là, maintenant, je me repositionnerais peut-être. Tu Mhm. sais, c'était pas un mouvement de résistance de notre part, là. C'est de la part de mon éditeur puis de moi, là. C'était juste, non, non, c'est correct, on le fait. Tu sais, Non, je comprends, 100%, ouais. les gens assumeront. Ouais, c'est Mais, ça. mais c'est que, il n'y a pas juste un moment, là. Dans mon livre, il y en a 3. Tu sais, Mhm. c'est violent quand même. Tu sais, Ouais, exact. c'est quand même une énorme violence. Ouais. À la base, moi, dans ma tête, 500 personnes lisent cette affaire-là, là, tops, là. Fait que Ouais. je m'attendais pas à ce que ça À touche ton gros du monde comme succès. ça. Ouais. Mais Ouais. Puis ben, ça me fait rencontrer plein de magnifiques et belles personnes dont tu fais de toute évidence partie, ma chère. merci, t'es fin. Il Puis me là, semble que ça a bien été. ben oui, ça On a est bien, super hein? bien On est été. bien. Moi, je passe un maudit bon moment. Tu sais, la température est douce. On est dans le centre-sud. On placote, t'entends le cliquetis Mais des travailleurs. c'est ça que je voulais dire, parce que là, les gens, ils savent pas, mais écoute, on est arrivé un petit peu plus de bonheur, toi puis moi, Ouais. ici, puis on est allé se promener, puis tu m'as montré Ah les ouais. places du livre, parce Ouais, qu'on le est chercheur vraiment de dans trésors. le coin, ben, où est-ce que ça se passe, Vraiment. Mélasse de fantaisie. À l'épicentre. C'est Ben, ça, encore exactement. plus parti. Oui, tout à fait. Tu sais, le Faubourg Amiens, c'est juste là, là. Tu sais, à 10 minutes par là en bas, là, tu sais, là où il existait. Là, il y a la tour de Radio-Canada. Ouais. Mais une majeure partie de ces 2 livres se passe non seulement dans le quartier, mais même sur Ontario, ici, là, à la porte C'est ça. On est allé manger un hot dog en l'honneur de Frigo. On a mangé le hot dog et bu le coke traditionnel de Ouais, Frigo, de à la Frigo. place des Royaux. Pas d'oignon, avec quelques frites Une coupe à de patates, l'intérieur. une coupe Ouais, de c'est patates ça. dans le hot dog, pas d'oignon, sinon on le jette. Ouais. Sinon on le jette. Écoute. C'est la première fois que je fais ça avec quelqu'un, ce rituel-là que j'ai de faire comme Frigo. Ouais, puis d'aller le manger justement en face de la petite plaquette. Ouais, de Jackie Robinson. Ouais. Ouais. Parce Ouais. que la mère à Frigo, elle a vu les premiers matchs de Jackie Robinson, puis elle racontait constamment ça à Frigo, comment ça avait été impressionnant. Je pense que on prend pas
même si on en a parlé, même s'il y a des livres, un bon exemple de courage, un bon exemple d'adaptation. Il y en a un pour Jackie Robinson dans cette série de livres-là de personnages historiques. Même si on sait un peu c'est qui, je pense pas qu'on comprend à quel point le fait d'avoir un des premiers Noirs au monde à jouer au baseball ici, au coin de rue, puis avoir été célébré là, au niveau de l'Amérique du Nord au grand complet. Ouais. Et cet homme-là, Jackie Robinson, a déjà dit mes années les plus heureuses, l'endroit où j'étais le plus confortable, l'endroit où j'ai le plus aimé les gens, où j'ai moins senti le racisme, c'est à Montréal. C'est beau pareil. Ben oui, mais hein. Fait que se retrouver à ce spot-là où l'histoire s'est écrite, un Ouais. peu, à manger, à manger des rotules. Oui. Puis, C'était parfait. c'est un petit rituel que Merci j'ai aimé pour, partager avec toi. Merci pour ce moment-là. Pour vrai, j'étais vraiment émue. Ça me fait très plaisir. Comme je t'ai dit, j'ai jamais été aussi énervée de commander des hot dogs que je l'ai été tantôt. Puis je trouvais ça beau aussi parce qu'à l'époque, tu aurais eu des gros monsieur puis des petites germaines qui auraient fait ton hot dog, tu sais. Puis qui auraient chialé quand tu leur as demandé tu peux-tu mettre une coupe de patates sur le hot dog? Ils auraient chialé, mais ils l'auraient fait pareil. Ouais. Puis là, on se retrouvait avec que des personnes arabes qui travaillaient dans le fleur, que des personnes arabes. Puis on leur Beau demande sourire. gros sourire. Ouais. On leur demande, tu sais, l'histoire change, hein. Puis là, on leur demande des petites patates sur le hot dog, tu sais. Puis là, ils nous regardent un peu dubitatifs, puis ils émettent, puis la serveuse qui nous dit, j'ai dit, ça arrive, c'est ça? C'est une vieille tradition ancestrale, mettre des patates frites sur son hot dog, juste 2-3. Puis elle fait, non, il y a encore des gens qui demandent ça. Exact. Grâce à toi, écoute. Je sais pas si c'est grâce à moi, il y a sans doute plein Ça, de c'est vieux. grâce à toi. Je suis sûr qu'il y a plein de vieux qui font ça, demander, mettez un petit extrait de patates dans mon hot dog, s'il vous plaît. Je suis sûr. On va terminer ça bientôt. J'ai entendu que Ouais. t'aimais les mangas. Oh mon Dieu, oui. Puis là, Les mangas, la bande dessinée, je suis un lecteur de bande dessinée assez Je me vorace. demande, mettons, ton top 3, ça serait quoi? Hey, mon top oh my God, c'est On reprend tough, ça. ça. Mon top 3 mon top 3 de manga, c'est quand même tough ce que tu me demandes comme question, mais il y en a un pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection. C'est un manga qui s'appelle c'est pas du tout ce à quoi tu vas t'attendre le plus en manga. J'adore la fantaisie, j'adore l'horreur en manga. Pourtant, c'est un manga très doux, très social. Ça s'appelle Le mari de mon frère. C'est de Gu Tanabe, un gars qui d'habitude fait plus dans le manga gay hardcore. Là. Mais là, il a juste raconté une belle histoire lumineuse dont la prémisse est très simple en fait. C'est un père japonais monoparental qui s'occupe de sa petite fille à la maison pendant que sa copine est au travail. Peu courant dans la société japonaise. Et cet homme-là a un frère jumeau homosexuel. OK. Mais son frère jumeau homosexuel ne pouvait pas vivre son homosexualité pleinement et confortablement au Japon. Donc, il a quitté et il a immigré au Canada. Et au Canada, il a trouvé son mari. OK. Un archétype de gros Canadien bûcheron, là, tu sais, des gros bras, une grosse barbe, une chemise carottée, tu sais, pratiquement un cliché. Ouais. C'est un ours, le gars, là. Okay. C'est un ours comme un non-ours, mais comme dans la communauté des bears gays, là, qu'on retrouve, là, les hommes poilus, tu sais. Puis, fort malheureusement, le frère jumeau, l'amoureux de ce Canadien, meurt. Alors, évidemment... Es-tu en train de nous dire le punch? Ou... Non, c'est la prémisse de début. T'inquiète. Il meurt et la prémisse, c'est que ce gros Canadien doit aller au Japon pour évidemment, tout le processus funéraire, pour aller rencontrer la famille, pour aller, évidemment, se recueillir sur la dépouille de son mari. OK. Et c'est le clash entre la culture très chaleureuse, très « viens, je vais te prendre dans mes bras » des Canadiens et des Japonais, tu sais, qui ont une espèce de sens du décorum, et de la petite fille qui capote sur le gros Canadien qui a l'air d'un nounours, puis qu'elle veut passer du temps avec elle, avec lui, mais aussi le frère jumeau qui est pas homophobe, mais qui est très inconfortable d'être avec un homme qui le regarde comme s'il voyait son propre mari, tu sais, puis qui pleure en le regardant parce qu'il est identique à l'homme qu'il a aimé. Ça tient en français sur 4 volumes ou 2 gros volumes de collection. T'offres ça à n'importe qui. C'est tellement beau et touchant. OK. Et bien écrit. Je vais essayer de trouver ça. OK. C'est vraiment quelque chose. OK. C'est quelque chose. Comme tu dis, ça peut être BD ou manga, là, les deux autres. Là, c'est pas... Ah mon Dieu, si tu me mets de la BD, en plus, je suis fini. Je suis tellement un lecteur de bande dessinée, ça n'a pas de maudit bon sens. Comme ça, à froid, là, je te dirais qu'il y a une bande dessinée américaine qui... D'ailleurs, dans Sirop de poteau, je remercie 2 auteurs qui sont des auteurs de bande dessinée. Alan Moore et
Grant Morrison. OK. Et c'est 2 scénaristes de bande dessinée qui ont... Un est très, très bien connu pour son fameux Watchmen, qui est adapté au cinéma. L'autre est bien connu aussi, mais peut-être un peu moins. C'est d'ailleurs deux êtres qui se détestent et compétitionnent depuis maintenant 40 ans. Donc, il y a des similitudes dans certaines parts de leur travail. Dans le cas de Alan Moore, qui est devenu romancier depuis, il a écrit 2 recueils de nouvelles et 2 romans, dont un roman absolument bouleversant, exceptionnel, qui s'appelle Jérusalem. OK. Jérusalem est une immense influence pour Mélas de Fantasy. Immense. OK. Mais dans les bandes dessinées qu'il a écrites, il y en a une qui s'appelle Promethea, qui est, à mon avis, une espèce de chef-d'œuvre visuel et scénaristique. Une bande dessinée qui raconte à travers le temps la vie d'une histoire. C'est une super-héroïne ou une héroïne qui se met à exister dans la réalité tant que l'on parle d'elle. Si on fait une bande dessinée de Promethea, si on écrit une histoire de Promethea, si on fait un film avec Promethea, elle existe dans le monde. Ouais. Et elle aide les gens pour vrai. Donc, OK. c'est un peu, effectivement, sur la puissance de l'histoire, tu sais, de se raconter des histoires, Ouais. comment ça peut donner forme aux choses. Promethea, c'est une espèce de beau pensum, pas pensum parce que c'est le mot négatif, mais c'est une espèce d'abécédaire de comment enchanter la vie. Puis en même temps, c'est juste une histoire de super-héros, mais c'est une histoire de super-héros super trippy, là, qui parle de magie, qui parle de sorcellerie, qui parle de métaphysique. Mais Promethea, monumental. Puis il y a une bande dessinée qui a changé aussi ma vie. C'était une série de comics comme Prometheus. C'est des séries de comics qui sont publiées mensuellement puis qui après, ils en font des collections. Là. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'il y a un volume qui existe de cette affaire-là. Ça doit peser 50 livres puis coûter 150 pièces cette affaire-là. Là. Si on veut se l'acheter en un volume, c'est mieux de chercher peut-être des éditions en des trade paperback, comme ils appellent. Là. Des éditions dans lesquelles il y a 6 comics ensemble. C'est une série qui s'appelle The Invisibles, tout simplement. Ça a été publié au milieu des années 90 jusqu'aux années 2000. Ils ont-tu fait la série, là? C'est-tu la même... Il y a une série sur Prime? Non, c'est pas la même chose. OK. Non, par contre, effectivement, ils ont parlé longtemps d'une possibilité de série de ça. OK. C'est à propos d'une gang d'anarchistes transsexuels. Il y a des dans l'équipe, il y a une personne trans, il y a une personne qui est une chamane. Il y a une espèce de combattant anarchiste anglais, un petit bum de Liverpool qui est fort probablement le prochain Bouddha. Et tous ces gens-là s'opposent aux forces de la normalité, OK. puis du contrôle, puis de tout ce qui, dans notre société, empêche la liberté, mais en s'infiltrant dans la culture, OK. en s'infiltrant dans les émissions de télé, en créant des gestes de désobéissance civile. C'est comme une espèce d'anarchie absolue. OK. Et c'est la guerre qui oppose, donc, The Invisibles, tout ce qui est différent et marginal. Ah, j'ai compris Invincible. Non, c'est OK. Invisibles, OK, oui. ouais. OK, c'est bon. OK. Parce que c'est les gens qui sont toujours en marge de la société. Ouais, OK. Et qui s'opposent donc aux forces de l'ordre et du contrôle absolu. OK. Ceux qui ne permettent pas la différence. Tu sais. Donc, The Invisibles, je me souviens quand je l'avais lu dans ma vingtaine, je le relis à chaque année. Quand je le lis dans ma vingtaine, c'est plus que simplement une bande dessinée, ça a changé ma perception de la réalité. Ah, wow, OK. C'est drôle parce que c'est ce qu'il voulait faire l'auteur. L'auteur, il dit à ce jour que son travail en bande dessinée est une espèce de sort de magie qu'il a conceptualisé pour changer des consciences. OK. En tout cas, ça marchait en maudit avec moi, là, parce que je le lisais à chaque mois. Puis à chaque mois, il y avait des idées là-dedans qui changeaient complètement ma perception de la réalité. Ou genre, un personnage lit un livre, tu sais. Et là, tu fais, c'est quoi le livre que le livre de personnage? Tu vas googler le livre, tu fais, OK, le livre existe pour de vrai. Puis là, tu te retrouves à toujours avoir comme, tu sais, des nouvelles suggestions culturelles. OK. C'est ça. OK. C'est ce livre-là. Je dis un livre parce que ça tient maintenant dans un seul et unique tome. Mais je te dirais que The Invisibles, pour moi, c'est comme le pamphlet philosophique et spirituel pop le plus important jamais écrit. OK. Puis si on met ça à télé, mettons, soit série ou film, animé ou japonais ou manga ou... Encore une maudite bonne question. Série animée. Ah ben, écoute, je sais que je suis pas en train de parler d'animé
pur et dur. Mais je pense qu'il y a une sensibilité là-dedans qui ressemble à l'animation japonaise. Puis c'est des trucs que m'ont conseillé beaucoup d'amis, puis je l'ai écouté je me suis effondré de passion. Là. Oh mon Dieu, j'en veux encore. C'est une série, je pense qu'on la retrouve, si je ne me trompe pas, sur Amazon. Attends que ça me rappelle. Scavengers, comme des charognards, là, ou du monde qui ramasse des cochonneries. Là. Ouais. Scavengers Reign, que ça s'appelle. Le règne des charognards. C'est une série qui est plus proche de l'animation européenne, française, mais quand même avec des inspirations qu'on pourrait associer à la culture japonaise. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Et on est dans un futur pas très éloigné. Et c'est des gens qui se déplacent en vaisseau spatial pour aller chercher des ressources naturelles pour faire fonctionner des immenses colonies de vaisseaux spatiaux parce qu'on n'est plus sur la Terre depuis longtemps. Et ils débarquent donc sur des planètes où il y a plein de formes de vie. Et là, il s'écrase. Un de ces vaisseaux s'écrase sur une planète où la conception qu'on se fait de la vie est tellement complexe, l'écosystème est tellement étrange, la façon avec laquelle les formes de vie interagissent les unes avec les autres. Il n'y a pas d'humanoïde, là. Il n'y a pas un individu il n'y a pas une race qui a une intelligence similaire à celle des êtres humains. Même les intelligences de certains des êtres vivants sur cette planète-là est très difficile à comprendre. Puis comment elles fonctionnent. Donc, ils doivent tout simplement survivre dans cet environnement-là extraterrestre qui fait passer Avatar pour une vacance animée dans un club med. Tu regardes Avatar puis tu fais c'est des grands monsieur bleus dans le jungle. Ouais, c'est ça. Là, non. L'animation permet de montrer un écosystème qui est totalement fantasmé. Avec des cristaux qui chantent, avec des petits bébés qui rentrent à l'intérieur d'une corolle de fleurs pour ressortir comme des fées, avec des espèces de poches de liquide amniotique puis qui ont des tentacules, puis quand ils piquent, ils incubent un bébé qui va avoir la même forme que la personne qui ont piqué. C'est way out there. J'ai l'impression de faire un délicieux trip de moche. Ça, je m'en allais dire, t'écoutes pas ça sur le moche. Là. Non, absolument pas. C'est déjà un trip de moche à froid. Là, fait que non. Ou tu le fais puis t'assumes. Tu t'assumes vraiment aussi que tu vas t'en aller. Je sais que c'est pas le Japanimation, puis j'adore le Japanimation, j'adore les animés, mais en animation, ces dernières années, c'est la chose que j'ai vue que j'ai trouvé le plus c'est fabuleusement révolutionnaire. Là. Sur Prime, en plus, je connaissais pas ça. C'est Amazon Prime, là, il y a comme une sous-section. Là. Ouais, Scavenger Reigns. Ah, ouais. OK. Toi, c'est quoi? Je suis juste curieux. C'est quoi ton animé préféré? Ben là, écoute, j'ai tout mon bras shit! Oh! T'avais pas vu? OK, je viens de remarquer. Okay. Ça, c'est... OK, là, c'est du vrai, là. Ça, c'est Full Metal Alchemist. Ben oui, t'es une fan de Full Metal Alchemist, ben oui. Mais, Banana Fish... Celui-là, je ne le connais que de nom. Je te dis que ça, là, ça m'a bien gros... Banana Fish? Ouais. Tu sais, je me serais attendu, peut-être que tu m'aurais dit quelque chose comme Chainsaw Man, tu sais, mais Banana Fish. Ouais, j'ai adoré cette série-là, vraiment pour le côté... Je suis sûre que tu aimerais ça. Pour le côté psychologique, je te dirai pas rien. On s'en reparlera quand tu l'écouteras. OK. Mais... ouais, ça, c'est venu me chercher à cause de ça. Parce que l'humain, ben tu le sais, t'en as écouté de mes podcasts, m'intéresse beaucoup. Puis j'aime ça. Je trouve que c'est pas tout noir ni tout blanc. Ouais. Dans la vie, il y a beaucoup de zones grises. Puis ça en est une. Ah, tu vois, c'est une série qui traite justement des zones grises du comportement humain. OK. Ouais. Oh, Banana Fish. Ah, mon Dieu, c'est tellement noté. Adoré ça. Puis, sinon, récemment, il y a Blue Eye Samurai. Oh mon Dieu, oui. Oui. Ah, tu sais, ça n'a pas besoin de raconter une grande histoire, hein, Blue Eye. Juste le mouvement. Oui. Juste l'élégance du mouvement des tissus. Là. C'est un enchantement, cette série. C'est un de mes animés sur Netflix préférés. Ouais. C'est vraiment très, très beau. C'est très beau. Fait que ça m'a surpris, cette série-là. Fait que c'est pas mal ça. Ah, mais là, je suis contente que tu aies pas écouté Banana Fish. Ben non, je vais l'écouter. Je vais l'écouter, Banana Fish. Est-ce que c'est adapté d'un manga à la base? Oui. OK, les deux. Je vais lire le manga puis je vais regarder après. Puis je sais pas pourquoi à l'instant je faisais une face comme Robert De Niro. Banana Fish, c'est bien noté. Ouais.
Fait que là, avant de finir, Ouais, je c'est veux ça. te dire que je te l'avais dit au Salon du Livre de Ouais. Québec, mais je veux le redire devant tout le monde. Devant tout le monde. Je trouve que tu es une magnifique personne. Ah, toi, là. Puis je t'avais dit que à quel point je te trouvais que, en fait, que ça me fascinait parce que j'ai connu Kim Thuy. Oui. J'ai aussi fait un podcast avec quelqu'un qui a survécu le Rwanda, puis il avait 10 ans, qui était là, puis il m'a Ah. raconté son histoire. Je l'ai manqué, celui-là, puis je suis même pas sûr que je vais être capable de l'écouter, mais il va falloir que je l'écoute. Puis là, il y a toi, après ça, qui est arrivé dans ma vie, puis vous avez les trois vécu des choses complètement démesurées que quelqu'un serait pas censé vivre dans une vie. Puis je trouve que vous êtes les trois personnes les plus lumineuses que je connaisse. Puis je trouve ça fantastique parce que C'est les antidépresseurs. Kim Thuy, elle n'en prend pas. Elle n'en prend pas. Non, mais tu sais, elle, c'est un cordon bleu, là, elle se fait de la bonne bouffe, là. Elle a compris, là. Elle a compris, Elle là. en mange, oui. Quand tu manges de quoi, avec des topinambours dedans, là, t'es plus lumineux, là. Mais bref, je tenais T'es à te vraiment le fine, dire parce j'apprécie. que c'est ça. Je trouve que vous auriez pu prendre un chemin complètement différent. Une Que chire. Des fois, je me demande, mais Puis la voilà. chire. De quoi Vous avait êtes l'air la chire? Trois magnifiques Ah, personnes. t'es Puis vraiment... voilà. Toi aussi, t'es une magnifique personne. Merci C'est beaucoup. le fun d'être une magnifique personne. Merci de m'avoir dit ça. Fait que genre, t'as dit Chris. Ah, Chris s'en vient. Oh, watch out, mes tabarnak. Là, Ouais. vous allez voir. Fait que Merci merci, de m'avoir Francis reçu à ton Ouellette. podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye! Placote, puis on placote, puis on a du fun, puis là, il y a du jus, puis tu poses des super bonnes questions, puis j'arrête pas de me faire à la gueule. Tu vas avoir un gros... Je te ramène. Tu me ramènes, puis c'est beau. Mais ça va te faire un podcast, cette affaire-là, non? Ça va te faire un épisode. Mais moi, je m'attendais pas du tout à tes questions de bande dessinée. Je trouve ça le fun de faire là-dessus.